Alors, moi, on m'a demandé d'essayer de faire une synthèse et de terminer la matinée qui était tellement riche qu'on n'a pas vu le temps passer et que mes collègues qui étaient derrière moi, on a décidé collectivement, c'est-à-dire on a décidé à 4 ou 5 au lieu de pour tout le monde, qu'on n'aurait pas de pause et que donc on terminerait peut-être plus tôt à midi et quart plutôt que de faire une pause. Alors moi, je voudrais interroger nos deux chefs de service que je connais bien à partir d'une grille. Je me suis amusé à partir d'une grille de lecture. Je vous donne déjà ma grille, je vous la donne déjà, parce que bon, vous n'avez pas dit quelque chose, c'est qu'on est issu aussi de nos formations sur l'innovation et des grilles de lecture que l'on a. Alors moi, je suis tombé quand j'étais gamin dans Capitalisme, Socialisme et Démocratie de Schumpeter, et donc je vais être obligé de vous donner cette grille de lecture. Et en même temps, je suis tombé dans des philosophes qui s'appelaient Condorcet, Montesquieu, que certains connaissent, pour essayer de... Alors, pourquoi je me suis posé cette question? En me disant, le rôle d'un directeur d'hôpital dans tout ça, qu'est-ce qu'il peut faire par rapport à un phénomène qui est évident, c'est que pour un directeur d'hôpital qui doit avoir la responsabilité d'un établissement, l'innovation est au cœur de cette logique, de cet avantage comparatif. Parce que l'intérêt pour nous, directeurs d'hôpitaux, c'est que quand l'innovation rentre chez nous, c'est qu'on a un avantage et qu'on peut progresser en institution par rapport aux autres. Et cet avantage comparatif, on le connaît. Enfin, je veux dire, il suffit de lire l'histoire du monde pour savoir qu'elle a fait évoluer les institutions. Alors, la première chose qui m'étonne, et je m'adresserai à la fois aux chefs de service, c'est comment un directeur d'hôpital repère les équipes innovantes. Et là, je dis, j'ai deux dangers. La première, c'est les corps constitués. Et je prends l'exemple, Didier Raoult le sait bien. Chaque fois que j'ai voulu consulter les corps constitués, je me suis planté. C'est-à-dire que si je demandais à la CME de Marseille, pour pas la citer un exemple, ou celle de Clermont-Ferrand, c'est pareil, de voter sur les projets innovants, j'étais mort. C'est-à-dire que dans la hiérarchie administrative qu'on nous demande de mettre en œuvre, cette peur des corps constitués va d'ailleurs assez marrant, puisque mon ancien établissement, alors Dieu merci, Didier Raoult me l'a donné, l'administration n'avait pas la possibilité de consulter les points SIGAPS. On nous l'interdisait parce que c'était un crime de lèse-majesté. La faculté de médecine s'était bien arrangée entre elles. Et alors, bon, comme tout directeur d'hôpital, on a les chemins de traverse, c'est-à-dire qu'on demandait à Didier, puis moi je demandais à Clermont-Ferrand de me donner les mêmes, parce qu'à Clermont-Ferrand on les avait, c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème dans le management de l'innovation, c'est la constitution des corps, en interne. Comment ça se passe? D'ailleurs, qui n'est pas propre, Condorcet, dans l'esquisse d'un tableau sur les techniques des progrès de l'esprit humain le dit bien, c'est, à un moment donné, ça bloque. La deuxième, c'est la peur de la moyenne. La dictature de la moyenne. Alors, la moyenne n'existe pas, c'est la somme entre les meilleurs et les moyens et les mauvais qui donne une moyenne. Et chaque fois qu'on a, et Tocqueville peut-être inspiré Didier Raoult dans sa logique, il voyait le déclin de l'Empire américain avec cette logique de la moyenne, principe de précaution, il faut que tout le monde la peur. Quelle est la méthode que j'ai utilisée? Je vous donne la méthode, maintenant je peux vous l'avouer. La méthode, c'est de repérer un homme, une équipe et un projet, en se donnant la possibilité du droit à l'erreur. Et derrière les repérages, la méthode qu'on essayait de construire, et c'est là où le dialogue entre le directeur et les médecins est assez intéressante, c'est qu'on se heurte au fait que souvent les chercheurs n'ont pas l'ingénierie de l'innovation, c'est-à-dire qu'on oublie qu'il faut du capital, du personnel, etc. Et là, le directeur se retrouve sur un problème tout simple, c'est que, et c'est le problème, la Cour des comptes, là, demain, cet après-midi, nous en parlera mieux que moi, c'est que souvent, et on le voit très bien dans le programme de recherche nationaux, on crée des moyens, on donne des moyens alors qu'il faut donner la liberté. Parce qu'on donne des moyens, c'est-à-dire on donne des moyens statutaires, et on a une possibilité de recruter les contractuels. Alors on a trouvé une méthode, il n'est pas là parce qu'il était invité, j'avais un jeune directeur. Moi j'avais pris la méthode d'avoir ce que j'appelle un chef de projet administratif à côté d'un chef de projet médecin pour essayer qu'il déblaye les solutions. Parce que ce que Didier dit Raoult est réel, ce qu'il faudrait éviter, c'est que l'administration vienne compliquer en cherchant des réglementations alors qu'on lui demande de trouver des solutions. Alors, est-ce qu'il faut faire un budget innovation dans chaque CHU?
même dans un budget déficitaire. C'est la question que je pose à Max et à Didier et sachant que l'exemple de l'IHU est un bon exemple, l'IHU est une volonté d'un président de la République, d'un gouvernement, d'un ministre, et l'idée de créer un budget annexe d'un IHU est tombée tout simplement parce qu'on n'a pas eu l'accord de la sous-direction de la DGOS. C'est-à-dire que le président de la République, le Premier ministre sont d'accord, je rejoins un peu ton argument, et le grain de sable qui a fait qu'on n'a pas pu créer un budget annexe, c'est que la sous-direction au sein de la DGOS était contre. C'est-à-dire que même si le Premier ministre, même si le président de la République est d'accord, ben on échoue parce qu'il fallait tout simplement modifier un arrêté. On n'a pas pu le mettre en œuvre. Concernant le rôle du directeur d'hôpital, et c'est là où j'en appelle aux jeunes, c'est le poids des habitudes. C'est-à-dire que l'administration repose sur un système qui est pourquoi vous avez fait ça, parce qu'on a toujours fait. Alors je vous cite quand même quelqu'un qui est intéressant. En 1549, un monsieur qui s'appelle Monsieur de la Boétie avait écrit le discours sur la servitude volontaire. Et il dit qu'une des premières causes, une première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. Or, l'administration travaille sur l'habitude, la tradition, la jurisprudence. Or, on ne peut pas faire la jurisprudence par rapport à la... Alors, quelles sont les questions que je voulais vous poser? Est-ce que l'innovation n'est pas la cause de la croissance des dépenses de santé? Alors, je vous réponds, je vous donne mon point de vue, je dis que c'est faux. L'innovation n'est pas la cause de la croissance des dépenses de santé. L'innovation est la cause de la croissance des dépenses de santé, parce que mathématiquement, 54% de la croissance des dépenses de santé est liée aux nouvelles pratiques médicales. Je rappelle que le vieillissement, là aussi, je reprends l'idée, tout le monde nous dit que le vieillissement est la cause des dépenses de santé. Toutes les études, depuis que je suis à l'IGAS, j'ai le temps de faire les études, toutes les études qui ont travaillé sur l'aspect démontrent que le vieillissement représente 3% de l'augmentation des dépenses de santé. 3%. 54%, la moitié, c'est les pratiques médicales. Et pourquoi l'innovation peut entraîner des dépenses de santé? Parce que tout simplement, on est dans un processus, quelqu'un vient de le montrer, cumulatif, et non pas de substitution. C'est-à-dire que l'exemple que je cite souvent, et là, si on prend les théories néolibérales ou économistes, on le démontre bien, l'innovation peut entraîner des économies. Le problème, c'est qu'on ne modifie pas les structures. Alors, l'exemple plus classique, c'est la chirurgie ambulatoire. L'exemple classique, c'est qu'on n'a pas la possibilité dans les hôpitaux de supprimer des choses qui ne marchent pas, et on est esprit cumulatif. Et j'ai d'autant plus que je me suis amusé à calculer le nombre d'institutions de recherche qu'il y a. Alors, je vous dis, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous fais un petit préviens, je vous lance cette réflexion avant de déjeuner. Entre les CIC, les IHU, les CRC, les RIC, les PHUC, les DH, les centres labellisés, les CRB, les GIRCI, qui comprend quelque chose? Et c'est pour ça que j'en reviens à Schumpeter, parce que Schumpeter, une des grandes idées de Schumpeter, c'est l'idée de destruction créatrice. Or, l'administration française, elle est dans l'accumulation déconstructive. C'est que l'accumulation empêche les gens d'émerger. Et on a tellement créé de strates que se pose la question de la possibilité de faire émerger certaines, types de... La deuxième réflexion de Schumpeter qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle, qu'il a développé, la grappe d'innovation. Alors la grappe d'innovation, c'est un peu ce que tu as fait. Quand tu récupères un Italien, tu récupères un Suisse, un Néo-Zélandais, c'est-à-dire que tu essaies de travailler dans cette logique-là. Alors le rôle d'un directeur d'hôpital, c'est quoi? C'est d'essayer de repérer, c'est-à-dire les leçons des leçons, c'est d'essayer de repérer les bons, avec un peu de chance, de nez, un modèle un peu expérimental, d'essayer de créer un modèle, si je pouvais donner les leçons à mes jeunes collègues, c'est de repérer les bons, de leur créer un modèle, de prendre les bons et de les mettre à côté du système, pas en dehors du système. Je ne suis pas d'accord en dehors du système. Parce qu'en dehors du système, ça veut dire que dans 10 ou 15 ans, ils vont se satelliser, ils vont disparaître. Ils n'appartiendront plus à la structure. Donc il faut qu'ils soient à côté du système. Est-ce que la fondation et budget annexe, ça peut être intéressant? Why not? Surtout, je voulais poser la question à Graal, ne jamais demander à l'État. Je pense que l'argument sur le politique, il est là. C'est que si vous demandez à l'État de réguler l'innovation, vous êtes mort. Le grand principe, c'est la liberté.
Et on voit très bien dans notre discussion en franco-française, la problématique, c'est qu'entre la liberté et l'égalité, disait Tocqueville, les Français toujours choisiront l'égalité. Et que le gros problème de l'innovation, c'est qu'il faut faire émerger la liberté d'abord, avant de parler d'égalité. Et dans cette liberté, il y a aussi des innovations socio-professionnelles à mettre en œuvre. Alors, ne pas demander à l'État. Par contre, l'État, par ses contrôles, peut nous demander des comptes. Laisser de l'audace et la liberté. Et dans le dialogue entre le corps médical et l'administration, dans l'aspect innovation, moi je retiendrai dans tous les débats, le débat, je ne sais pas si je suis moi un brigand, ou je suis un homme chargé de liberté, je ne sais pas comment tu qualifies, mais je pense qu'un directeur d'hôpital doit être assez filou, moi j'utiliserai le terme, pour utiliser la réglementation, pour y faire émerger ces marges de liberté. Dans l'hypothèse où il resterait purement réglementaire, il tuerait toute innovation. Et ça, c'est un débat que je lance aux jeunes, parce que comment créer des espaces de liberté dans une institution qui deviennent de plus en plus réglementés, beaucoup plus normands, avec des normes, avec des textes, tout en et même dans un hôpital qui est déficitaire, je m'adresse aux financiers, Anthony qui est là, même dans un hôpital déficitaire, il faut se donner la possibilité d'avoir une marge financière qui nous permet d'innover. Et comment on peut le faire, sachant, ce que j'ai dit précédemment, la peur la réflexe de la moyenne, les corps constitués, qui est une véritable, je le dis ici, mais je l'ai dit plusieurs fois à plusieurs instances, on a un vrai problème de gouvernance d'innovation. Si je veux tuer l'innovation dans tous les hôpitaux, c'est simple, je saisis le CTE, la CME et les instances. Et si je les mets en œuvre, je suis sûr que je tue l'innovation. Moi, je dis souvent, il y a eu 2 projets innovants qui ont été faits quand j'étais sur la paix de Marseille. C'est le projet de l'IHU Didier Raoult, c'est le projet de Marcel Ruffo sur les adolescents. Je serais passé en CME, j'avais un avis défavorable. Alors, on est passé en force. Hein, Didier, on est passé un peu en force. Max, comment on fait pour essayer d'amorcer ça? On a 10 minutes, un quart d'heure avant de passer à... Ouais, très brièvement, moi, passer en force, c'est difficile. Moi, je fais contre-pied, cadrage débordement, et c'est le système qui est là. Mais j'étais un peu surpris, puis déçu, de voir que personne ne m'a posé de question en disant pourquoi il a pris 2 exemples il y a 30 ans et 2 exemples récents. Et c'est une réponse à ce que tu dis. Parce que moi, je ne vais pas encore chanter les louanges, je vais je dis mon, parce que je le mets comme un grand frère, mon directeur d'hôpital, Rochard, son adjoint, Leclerc, avait un pouvoir décisionnel, entre guillemets. Il rapportait, je savais Rochex à l'époque, qui était le patron du truc, quand il y avait un problème pour l'lithotripeur, on décidait tout sur place, on s'occupait tout sur place. Charles venait mettre la main dans l'eau pour voir si ça n'excluait pas les gens, et il était complètement associé au système. Donc ce que je veux dire, c'est que moi, et j'avais fait l'effort, mais j'ai mal présenté les choses, je vais être fatigué, et j'avais fait l'effort de mettre des démarches administratives après chaque innovation. Et les démarches administratives sont devenues très très compliquées, parce que là, on tombe dans le système du respect, du conventionnel et du système. Et je ne parle pas de qualité, mais depuis cette époque, je n'ai jamais vu de directeur de l'hôpital Édouard, je parle du secteur que je connais, qui ne réfère pas à sa hiérarchie. La hiérarchie où ça se perd, disturbe, le truc disparaît quand on veut remonter au-dessus. Bon, ça c'est un point qui me paraît très important. Je pense que c'est une question de structure. C'est pour ça que sans vouloir revenir sur la révolution ou l'évolution lourde que doit subir notre système de santé public et privé, d'ailleurs, je pense qu'il y a quand même une réflexion à faire à ce niveau-là, en donnant beaucoup plus de pouvoir aux gens de terrain qu'en réduisant le nombre de l'administration centrale pour renforcer le terrain. Ça c'est un point. Comment ? Non, mais c'est une remarque. Et c'est pour ça que j'avais pris les 2 exemples différents. Puis, deuxième remarque, l'innovation coûte cher. Ça dépend laquelle. Le lithotraiteur a sauvé des milliards enfin je parle au niveau mondial, puisque nos 8 millions, 7 millions en 2008, pardon, je sais pas si tu vois ce que ça fait comme économie. Ceci dit, les nouvelles molécules,
pour le cancer, pour le truc, coûte extraordinairement cher. Mais avec le temps, ça peut avoir un impact qui, en termes de coût sociétal, est positif. Voilà ce que je veux dire. La Cour des comptes, pour donner un ordre de grandeur, sous couvert du conseiller honoraire de la Cour des comptes a chiffré, pour donner un ordre de grandeur, on demande à l'État d'économiser, on demande aux hôpitaux d'économiser 500 millions d'euros, sur les dépenses de médicaments l'année prochaine. Si on appliquait le taux de chirurgie ambulatoire français, européen, au niveau de la France, on gagnerait 20 milliards. C'est-à-dire que le gros problème, là où je parlais, l'innovation ne coûte pas cher. Oui, mais tu as des directrices d'hôpitaux qui sont contre la chirurgie ambulatoire. C'est une histoire de culture nationale. L'écart est de 20 milliards. Vous donnez les ordres de grandeur. Je dois dire deux choses. Je pense que c'est une erreur dans notre culture de dire qu'on empile trop de structures. Je pense l'inverse. Je pensais comme ça il y a 20 ans, je pense l'inverse maintenant. En réalité, dans une structure telle que la nôtre, une fois qu'on a constaté qu'on n'arrivait pas à fermer les choses, qu'on n'arrivait pas à les fermer, factuellement c'est comme ça, et si on essaie de les fermer, en réalité, on bute. La seule manière, c'est de créer de nouveaux espaces. Et je crois que c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que j'ai trouvé que l'histoire du grand emprunt était extrêmement intelligente. Je sais pas, ça ne m'étonne pas parce que je sais ce qu'il y avait derrière. Donc, c'est en créant de nouveaux territoires, et après, il ne faut pas s'inquiéter. Quand, c'est Peggy qui disait ça, il y a de vertu que dans les commencements. Dans le début des choses, c'est les plus malins qui y vont. Donc la sélection, elle se fait parce que c'est les plus malins qui voient qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se faire, et c'est les pionniers qui vont là-dedans. Il ne faut pas s'inquiéter. Là, l'idée d'administrer la créativité, c'est une idée folle. Ce n'est pas raisonnable. En revanche, ce que l'on sait, c'est que la créativité peut s'exprimer s'il y a un territoire vacant. Et donc, ce qu'il faut, c'est créer de la vacance sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est pour ça que, encore une fois, je pensais, j'écrivais différemment il y a 20 ans de ce que je pense maintenant, parce que je pense que j'ai recul dans ce que j'ai vu dans ce pays, et qu'en réalité, beaucoup de choses, moi je vois, on m'a demandé mon avis sur l'ANRS, par exemple, bien, l'ANRS a servi à restructurer toutes les études. Les Français ont appris à faire des études de cohorte grâce à l'ANRS. Ils ne savaient pas le faire. C'est jamais l'INSERM qui l'aurait financé. C'était quelque chose qu'il fallait inventer complètement. Et s'il n'avait pas eu la création de l'ANRS, peut-être que maintenant on n'a plus besoin de l'ANRS, mais allez détruire l'ANRS, vous aurez les associations malades, etc. Vous n'arrivez pas à le faire. Mais donc, la créativité administrative est une partie de la créativité. Et il faut continuer à conserver la créativité administrative. Là, moi, je vais te couper parce que je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il faut créer un nouvel espace au moment où on a besoin de... Mais à ce moment-là, il faut supprimer ou enlever... Non, mais ça, c'est des illusions. Ça m'étonne que tu sois un homme politique. Enfin, on ne va pas fermer le CNRS ni l'INSERM. Enfin, tu déconnes. C'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais le PHRC... On peut s'interroger. Mais on peut s'interroger. Moi, j'entends ça depuis 40 ans. Ça ne marchera pas. C'est une connerie. En revanche, le PHRC a relancé la recherche clinique dans ce pays de manière significative. L'ANRS a organisé les cohortes françaises. On peut toujours dire qu'il ne faut pas créer, mais c'est en réalité les institutions nouvelles qui ont été créées qui ont boosté ce pays. Donc, et puis tu peux toujours dire, tu me fais rigoler, tu verras demain dire aux gens que vous n'arrivez pas à faire un quart de réforme, tu vas dire aux gens que tu vas fermer le CNRS, mais tu rigoles. Enfin, ça n'arrivera jamais. Quand on a dit que les types du CNRS qui ne travaillaient plus, on allait être maître de conf, on a eu Sauvons la recherche, le bordel et tout son train. Enfin, c'est pas vrai. Il faut arrêter de se leurrer en disant si la France était un autre monde, ça serait un autre monde, mais c'est pas un autre monde. Donc notre manière... Peut-être une opportunité. Oui, mais enfin, nous, notre manière de faire, c'est pas celle-là, c'est de dire, écoutez, c'est comme ça, on met les trucs les trucs continuent leur vie, pas si mal d'ailleurs, et pour la créativité, il faut aussi avoir de la créativité administrative. C'est la seule manière de s'en sortir. Voilà. Là, et les IHU s'en est un, voilà, c'est tout. Je suis d'accord avec la créativité administrative. Mais il faut arrêter de sortir les antiennes et tout dire, on ne va pas fermer le CNRS, ni l'INSERM, ça n'arrivera jamais. Il faut les faire évoluer et pourquoi pas créer une nouvelle structure qui finalement les fasse disparaître. Même Alexis Carrel disait en 1942, avoir créé le CNRS, c'est une connerie, c'est pareil de la faire. Je pense que déjà, chez les thésards que l'on a, il y en a peut-être un sur deux qui est créatif. À 30 ans, il en reste 1 sur 20. Mais ceux qui sont créatifs, je suis d'accord avec vous, les gens qui sont créatifs, qui continuent ça, sont de plus en plus créatifs. C'est-à-dire que la maîtrise de sa propre créativité amène au contraire à un enrichissement de ça. Et c'est une des choses, c'est un des blocages français
qui pose question et qu'on a vu de manière assez dramatique, parce que la jalousie associée à la réglementation peut tuer les gens. C'est que moi j'ai des amis qui ont 80 ans et qui ont des grands au NIH et qui continuent à faire de la recherche. Si vous voulez, l'Institut Pasteur est le seul institut au monde qui a pensé à foutre le type qui avait découvert le sida à la porte quand il avait 65 ans. Moi, pour la réglementation... Non, je n'étais pas du tout obligé de le faire. Moi, je peux vous dire une des choses qui a fait rire le monde entier, qui m'amusait beaucoup. Je n'avais pas beaucoup d'estime pour Lazare, que je trouvais un peu trop rigide. Mais on avait un seul prix Nobel en activité qui était à l'INSERM, qui s'appelait Jean Dossé. Et Jean Dossé, Lazare avait décidé avec une rigueur vraiment de Carnot lui-même, et il dit, voilà, au bout de 12 ans, donc il y avait un truc en France, c'est 12 ans, on dirige une unité de recherche, 12 ans. Ni 10, ni 14, 12 ans. Pourquoi 12 ans? 3 fois 4 ans. Et donc, on avait un seul prix Nobel en activité, Jean Dossé, était de gauche en plus, était socialiste. Au bout de 12 ans, on lui a fermé son unité. Il venait d'avoir le prix Nobel. Donc, tant mieux, les choses se sont très bien passées. Dossé, pour une histoire tout à fait extraordinaire, il y avait une femme qui venait de voir en Suède, il avait eu le prix Nobel 2 ans avant, qu'il avait eu le prix Nobel, et elle avait connu son père, je crois, pendant la guerre. Elle avait une énorme collection de tableaux. Elle lui a fait une donation considérable. Et avec ça, il a créé, parce que l'histoire continue, il a créé le centre de recherche pour le polymorphisme humain, avec Weissenbach et avec Cohen. Il a monté le Téléthon. Il a créé la plus grande structure de génétique en France, qui, quand elle a été créée, Lazare et Koelski ont refusé de labelliser la meilleure unité de recherche en France de génétique. Donc c'est ça la France. Donc, mais on survit quand même. Le dossier, il a continué à courir. Je peux ajouter un élément. Moi, j'ai un autre élément que j'ai essayé de faire passer, mais à la fin, c'est de dire que l'innovation, elle n'apparaît pas. Un jour, vous n'avez pas l'idée de faire un truc, elle met du temps à je vais parler des greffes de main. Moi, je sais que quand j'étais étudiant, Descôtes écrivait un bouquin sur la vie d'Alexis Carrel. C'est par hasard que je découvre à la fac, parce qu'il n'y avait pas pu me mettre à l'époque, quand on envoyé le petit cours d'étudiant faire la bibliographie, et je tombe sur la greffe de patte. Ça m'a tourné dans la tête pendant des années. Mais j'ai un autre exemple qui est le remplacement de la vessie et la fabrication de tissus, l'ingénierie tissulaire, qui est né d'un de mes copains de Boston, qui était urologue pédiatrique et voulait faire repousser la vessie des enfants qui naissent avec une extrophie vésicale. Il a, en 65, 66, quand j'étais là-bas, ça tournait dans sa tête. Ça n'est devenu possible à s'appliquer parce qu'il fallait des techniques, des méthodes que 10 ou 15 ans plus tard. La recherche s'est faite à truc et maintenant c'est parti. Donc si vous voulez, l'idée de génie, vous pouvez l'avoir à 10 ans, mais il y a un très 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 long moment de maturation pour que l'idée se formalise et qu'elle puisse passer. Et ça peut arriver chez des vieux. Il y a même des vieux qui peuvent trouver des... Je crois que, si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui sont... c'est un domaine d'études merveilleux, l'épistémologie, c'est-à-dire comment la science progresse. Globalement, il y a deux facteurs majeurs qui font progresser la science et qui font qu'à un moment, les gens peuvent penser la même chose à des endroits différents. Et donc, avec un des deux grands épistémologistes du siècle, c'était Karl Popper. Karl Popper, lui, voyait toutes les évolutions de la science basées sur les modifications technologiques. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un outil, et c'est vrai, à chaque fois que vous avez un nouvel outil, vous voyez une chose différente, et donc les outils font progresser la perception du monde que l'on a. Il y a toujours un hiatus, parce que je viens d'écrire un livre sur Kindle, comme ça vous regarderez, qui s'appelle Ignorance et aveuglement. On est bordé, donc à chaque fois qu'on comble un peu de notre ignorance, on revoit les choses de manière différente. Donc ça, c'est la partie, je dirais, popperienne. Donc on a un nouvel outil. Nous, on est sidérés, si vous voulez, de voir qu'à chaque fois, en microbiologie, à chaque fois qu'on utilise un nouvel outil, il y a une partie du monde qui nous apparaît qui était invisible avant. Et donc, bien entendu, comme on n'est pas les seuls à utiliser les outils, on voit ça et on essaie de les intégrer. Il y a un autre domaine qui est plus complexe, et moi qui m'intéresse, j'espère que je vivrai assez longtemps pour voir ça, qui est l'influence profonde de notre civilisation sur notre mode de pensée. Donc, qui sont les modèles, les paradigmes majeurs. Ça, c'est Kuhn qui a beaucoup développé ça. Et nous, dans notre société, bien entendu, on est prisonnier d'un mode de pensée qui nous amène à voir et analyser les choses d'une certaine manière. Et
tant qu'on n'a pas rejeté, moi, un grand truc sur lequel je me dispute beaucoup, parce que c'est simplement complètement incompatible avec la connaissance qu'on a, c'est la vision de Darwin du monde. Cette vision de Darwin est une vision religieuse, post-chrétienne, qui nous empêche de voir un certain nombre de choses qui n'est pas exacte. C'est-à-dire qu'elle est antagoniste de ce que nous voyons. Et donc, ce changement, je ne suis pas le seul à le penser, mais il y a des gens qui commencent à le penser. Mais ce changement de pensée majeur, moi j'espère encore une fois que je vivrai assez longtemps, parce que j'attends beaucoup des Chinois et des Indiens dans leur vision du monde pour amener une vision scientifique, qui est bien entendu la vision scientifique et culturelle, avec une culture qui est radicalement différente. Quand vous avez une culture de la recyclisation des choses, quand vous avez et non pas une vision linéaire, quand vous avez une vision qui est soit athée, soit une vision polythéiste, vous n'avez pas la même perception du monde. Et nous, pour l'instant, le monde scientifique est un monde scientifique qui est dominé par le monde judéo-chrétien occidental. Et on n'est pas conscient du point jusqu'auquel cette perception du monde influence notre science. Mais là, l'émergence, pour l'instant, ils nous copient parce qu'on est le monde dominant. Mais ça ne va pas durer très longtemps. Et donc, quand ils vont cesser de nous copier, ils vont adapter, ils vont faire de la science avec leur culture. Et ce bouleversement de la science, ça va probablement être un des bouleversements les plus extrêmes qui soient. Parce qu'au fond, ils ne croient pas comme nous. Et donc, c'est très frappant de voir la très bonne science chinoise actuellement. C'est une science technologique, mais il n'y a pas de théorie derrière parce qu'ils n'adhèrent pas à nos théories. Et donc, quand il sortira des théories chinoises, je vous assure que la science va changer de manière brutale. Parce que quand même, leur fond de pensée n'est pas le même que nous. Comment dire, vous représentez ce que j'appellerais l'humanisme médical. Je veux dire l'humanisme au sens de la Renaissance. C'est-à-dire celle qui entend ouvrir la connaissance de façon absolument transversale et sans la sérier. Ma crainte, a-t-il semblé, en tout cas pour la question de la transmission aux générations qui vont nous suivre, c'est de trouver des individus qui sont intéressés par, qui voient la nécessité de s'intéresser aux sciences connexes à la leur, aux philosophies et à tous les éléments qui sont susceptibles d'articuler leur pensée en dehors de l'objet proprement dit de leur science. Et qui sont par ailleurs, qui ont une appétence éventuelle, ou en tout cas qui veulent se résigner à s'intégrer dans les rouages de notre société. C'est-à-dire tout ce que vous possédez en allant et qui vous fait aller au ministère, rencontrer tout un tas de gens, intriguer, on pourrait presque dire, d'une façon ou d'une autre, manœuvrer la presse, manœuvrer au sens, au bon sens du terme, etc. Tous ces éléments-là, il me semble que c'est difficile, ça paraît en tout cas pour nos jeunes collègues qui sont très brillants, à la fois sur le plan clinique, sur le plan intellectuel, sur le plan de la théorisation, il y a quelque chose d'une dimension qu'ils craignent, dans laquelle ils ont peur d'aller. Ils n'ont pas vécu aussi tout un tas de mutations comme ça, ils n'ont pas cette culture-là. Je sais que quand j'étais le jour où j'étais chef de service, je lisais le journal officiel tous les matins. Enfin, je regardais tout ce qui... Voilà. Et toute cette culture-là qui permet de penser l'ensemble là et de l'articuler, c'est compliqué pour les jeunes générations, me semble-t-il. Sûrement, je ne sais pas. Encore une fois, je prédis rien du tout. Et puis, je veux pas, si vous voulez, je veux pas. Comment vous dire moi, bien sûr, je m'intéresse beaucoup à l'histoire, et donc je connais très bien, parce que je m'y suis intéressé, l'histoire de la faculté de médecine de Marseille. Je connais bien ce qui s'est passé. Donc, si vous voulez, par génération, on voit bien, il y a 2 ou 3 personnes qui ont la capacité à créer quelque chose. Il y en a 2 ou 3 par génération. C'est comme ça. C'est la nature, je pense, c'est un phénomène qui a cette proportion-là. Voilà. La vraie question, c'est, voilà, donc dans ces 2-3-là, comment on repère ceux qui ont cette capacité-là, qu'on ne les laisse pas partir. Moi, je me rappelle, avant que Jean-Paul Segada, un très bon cardiologue, il est parti à Monte-Carlo, je me suis battu comme un chiffonnier pour qu'il reste, parce qu'il avait tout pour là, puis il est parti. Quand on perd quelque chose comme ça, bien, on perd un vrai capital.
Donc ce rôle-là, quand on a des responsabilités à un certain âge, c'est un rôle absolument essentiel. Et c'est compliqué parce que c'est compliqué, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est compliqué parce que souvent, les jeunes qui ont ce talent et cette tension, on sait bien, les futurs leaders, ils ont une tension interne phénoménale, et donc ils sont chiants, ils ont mauvais caractère, ils sont teigneux, têtus, c'est comme ça, ils sont tous pareils. Donc c'est comme ça, enfin, il y a peu qui échappent à ce modèle-là. Et donc ceux-là, s'il n'y a pas dedans les gens qui dirigent ça, quelqu'un qui les protège, en réalité, ils passent à la trappe parce que ils sentent bien cette espèce de capacité qu'ils ont, dont ils sentent bien qu'elle est négligée. Et s'il n'y a pas... Donc je crois ça, je ne veux pas faire... c'est pourtant ce que je pense, peut-être d'une autre génération. Moi, je crois beaucoup au parrainage. Je crois beaucoup qu'on protège les gens qui ont du devenir, y compris d'eux-mêmes. On répare les coups parce qu'ils font des conneries. Mais s'il n'y a personne... Et on a l'impression que plus personne ne veut jouer ce rôle-là. Voilà. Plus personne n'est capable de jouer ce rôle-là. Et moi, je vous assure, je suis un parrain. Hein. Voilà. moi, je suis un parrain. Je revendique ça. Moi, je suis un parrain. Un parrain marseillais, on peut se méfier. Un parrain marseillais. Moi, j'ajouterais, moi, je voudrais faire deux remarques complémentaires. La première remarque, je pense, c'était il y a quand même, je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a 2 ou 3 personnes de ma génération. En réalité, je pense qu'il peut y en avoir beaucoup plus, une question de formation. Et je pense qu'on a à s'interroger aujourd'hui très fort sur la qualité de la formation de nos études de médecine. Quand on regarde ce qui se passe, par exemple, en Angleterre ou aux États-Unis ou ailleurs, on a quand même, il me semble, quand même une vraie liste de questions à se poser pour adapter cette formation et faire que ceux qui ont des idées puissent passer à l'acte. Parce que aux US ou en Angleterre, tu es en 2e année de médecine, tu peux te balancer dans un truc et travailler dans un laboratoire plus facilement. Puis la deuxième chose, qui rejoint ce que disait Didier, c'est la globalisation. Moi, je pense qu'on est actuellement dans un système d'évolution du monde qui nous paraît aller très vite, enfin très lentement, mais en réalité qui va à toute vitesse, et où on est en train de se globaliser et où on va s'enrichir mutuellement des différences culturelles lorsqu'elles existent, parce que finalement on retrouve beaucoup de choses similaires dans toutes les cultures différentes. Je parlais des aborigènes d'Australie. Quand j'ai vu cette histoire, je n'arrivais pas à le croire. Et il y a eu une exposition à Marseille des peintres aborigènes, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a 4 ou 5 ans. Moi, j'y étais allé, j'étais si à la base de voir qu'on retrouve les mêmes motifs que dans toutes les cultures. Donc on est en train de se globaliser, et le problème, c'est de ne pas se laisser... Il faut lire Noam Chomsky. On sait ça depuis Noam Chomsky, il faut lire Noam Chomsky. Oui, mais moi, je ne suis pas un intellectuel, moi, je suis un chirurgien, donc je ne sais pas qui... C'est qui le mec sur qui tu es Indel? Indel? Non, Kindle, c'est les livres sur Internet maintenant. Ah, c'est les livres sur Kindle, les livres sur Internet. Parce que les éditeurs m'ennuient, donc moi, je ne sais pas qui est Kindle, donc c'est pour ça que je comprends. C'est les tablettes. On va... Je vous propose d'abord de remercier les intervenants. Avec un débat qui va être intéressant, parce qu'après